Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Dubaï, au Dubaï Mall, avec Maximilian Busser. Bonjour Max. Bonjour. Merci à toi de m'avoir accueilli dans cette galerie qui est très très belle. Et donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours et bien sûr de la marque MBNF que tu as créée. Donc, mais j'ai pas mal de questions à te poser et la première qui me vient en tête, c'est comment était Max petit? Alors Max petit, il n'était pas du tout comme Max aujourd'hui. Ouais. Enfin quoique, non, c'est pas vrai, il y a beaucoup de choses en commun. J'étais un petit enfant bizarre, dans le sens que je rêvais comme tous les enfants d'avoir des amis, mais j'arrivais pas à en avoir. Et je comprenais pas pourquoi, mais déjà parce que je réfléchis de façon différente. J'étais hyper créatif. Et puis ce qui intéressait la plupart de mes copains, ça ne m'intéressait pas énormément. Moi je préférais dessiner, je dessinais tout le temps. Et puis j'ai beaucoup souffert comme enfant de ne pas avoir assez d'amis, ou de ne pas avoir beaucoup d'amis, voire pas avoir d'amis du tout. Et ça c'est vraiment des blessures archaïques qui vous forment comme adulte. Et donc après, vers 18 ans, je me suis adapté. Je suis devenu un jeune homme comme les autres, un mec normal. Et j'ai eu plein d'amis, mais je m'ennuyais à mourir. Et donc je suis devenu ingénieur. On ne peut pas faire plus rationnel, plus normal que ça. Et ce qui m'a sauvé, c'est l'horlogerie. C'est l'horlogerie. C'est l'horlogerie parce que j'ai eu cette chance incroyable d'avoir ce job chez Jaeger-LeCoultre il y a maintenant 30 ans. Ouais. Et à l'époque, Jaeger-LeCoultre, c'était microscopique. C'était même pas un 30e ou un 40e de ce qu'est la marque aujourd'hui. Ça faisait des années qu'elle se battait pour ne pas faire faillite. Et puis le DG, Henri John Belmont, à qui je dois tout, m'a embauché, m'a proposé un job quand moi je pensais aller travailler dans une grande entreprise. Je voulais aller chez Procter & Gamble, chez Nestlé. J'étais en train de faire des interviews chez toutes ces grandes boîtes. Et j'ai rencontré Henri John qui m'a dit tu dois savoir une chose dans la vie. Tu veux être un parmi 200 000 personnes dans ces grandes boîtes ou tu veux être un parmi nous, 3 ou 4 qui allons sauver Jaeger-LeCoultre. C'est des phrases comme ça qui changent une vie. Et donc j'ai écouté mes tripes pour la première fois après beaucoup d'années où j'écoutais ma tête pour essayer de survivre. Parce que être bizarre, être différent, ne pas avoir d'amis, il y a des gens qui peuvent vivre avec, mais moi je ne pouvais pas. C'était très très compliqué. Et c'est vraiment une souffrance. Et donc à un moment donné, voilà, je deviens un mec normal. Et Henri John, il m'ouvre cette porte. Et je le suis là-dedans. Et là, c'est le début d'une aventure incroyable. Mais dans ce cas-là, comment t'es venue cette passion pour l'horlogerie? Alors, la passion, elle est arrivée vraiment fortuitement. Il n'y a absolument rien dans ma famille qui m'amène à l'horlogerie. Alors oui, je suis à moitié suisse, j'ai grandi en Suisse, donc on se dit ah bah oui c'est normal, mais il faut se rendre compte que moi j'ai grandi à une époque où l'horlogerie était laminée. Ouais, pendant la crise du quartz. Crise du quartz, moi j'ai grandi à cette époque-là. J'avais que des montres à quartz, j'avais des Tissot à quartz, mon père il avait une Omega à quartz, voilà quoi, j'aurais pise. Et donc il n'y avait aucun intérêt. Moi je me rappelle, donc j'ai fait ingénieur en microtechnique. Okay. Ça fait 5 ans d'études qui parlent que d'électronique, de mécanique, d'ingénierie. Et donc l'horlogerie est typiquement quelque chose de microtechnique. Ouais. On a eu 2 heures de cours en 5 ans. Et je me rappelle très bien le prof de microtechnique nous dire « Je vous explique comment fonctionne un mouvement mécanique, mais ça ne vous servira à rien, ça n'existera plus. » Je me rappelle de cette phrase. Et voilà, le balancier, le barillet, voilà, l'échappement, tout. Même j'ai rien compris, je me rappelle son nom, comment ça marche le truc. Et donc, ce qui s'est passé, vraiment, la vraie histoire, je pense aujourd'hui, parce que c'est toujours après coup qu'on comprend, c'est quand j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont dit « On veut t'offrir une belle montre. » Ouais. Ah bon, ok, d'accord. Et je dis « Mais c'est quoi le budget ?» Et c'était 700 francs suisses. Ce qui aujourd'hui serait à peu près 600 €, ce qui pour mes parents était énormément d'argent, pour moi c'était énormément d'argent. Et puis je commence donc du coup à aller regarder dans les magasins, à demander aux gens c'est quoi ça et puis je tombe sur un gars, je crois que ça faisait 2-3 mois que j'avais commencé l'université, et je tombe sur un gars et je dis c'est quoi ça? Il me dit c'est une Rolex. Je dis c'est quoi une Rolex?
Donc je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'une Rolex. Il commence un peu à m'expliquer, et puis au fur et à mesure de son explication, je dis, mais c'est mécanique? C'est pas un quartz? Il me dit, non, c'est automatique, mécanique. Je dis, c'est bizarre ça. Puis on continue de discuter, et je dis, bon, bah, ça vaut combien? Tu te rappelles, mon budget c'est 700 francs. Ouais. Et il me dit, 4800 francs. Oui, donc il était bien 7 fois mon budget. Ce qui était à peu près ce que je gagnais moi avec tous les petits boulots que je faisais à côté. Donc j'étais placeur de cinéma 3 soirs par semaine. Je vendais de la hi-fi les samedis dans un magasin. Je donnais des cours de maths durant les déjeuners, des cours particuliers. Et je gagnais à peu près ce montant-là sur l'année. Et ce gars-là, il avait ça au poignet avec en plus une technologie complètement obsolète. Ouais. Et donc je l'insulte. Je me dis, t'es con quoi. Ça va pas, non? C'est clair que c'est un peu... Plusieurs années après, je l'ai rencontré de nouveau et je me suis excusé en disant je suis désolé. Mais je comprenais juste pas quoi. Mais c'est resté dans ma tête. Et en 3e année du cursus, on avait un projet qui s'appelait HTE, Homme Technique Environnement, où on pouvait choisir un projet qui devait lier sociologie ou psychologie avec ingénierie. C'était le calvaire pour tous mes collègues. Parce qu'un vrai ingénieur de la psychologie et de la sociologie, on ne veut juste pas à l'époque. Hein. Ouais. Maintenant, ça a un peu changé, c'était il y a 35 ans. Et donc c'était. Et moi, j'ai choisi la montre de luxe. En gros, dans ma tête, pourquoi on paye des sommes complètement insensées pour une technologie complètement obsolète? Mais ce n'était pas le sous-titre, mais dans ma tête, c'était le sous-titre. Donc la montre de luxe, pourquoi les gens achètent ça? Et donc, j'envoie des lettres, à l'époque on envoyait des lettres, j'envoie des lettres à toutes les marques d'horlogerie haut de gamme en disant bonjour, je suis Maximilien Busser, je suis étudiant à l'EPFL, je fais une étude sur l'horlogerie de luxe, est-ce que vous auriez du temps pour moi? Ces boîtes étaient tellement petites que c'est les DG, à l'époque on ne les appelait pas encore CEO, les DG qui me réécrivent en disant bonjour monsieur, si vous venez ce jour-là à cette heure-là, je vous donne 1 heure. Vous imaginez aujourd'hui un étudiant qui envoie au CEO de Vacheron Constantin plutôt que Gégère Lecoultre bonjour, je fais une étude, t'as pas 1 heure? Donc je vais avec ma petite mallette, mon petit costard et ma cravate, et je rencontre donc les DG de Gégère Lecoultre, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Breguet, Monsieur Gérald Genta lui-même, qui était à la tête de sa propre marque. Hein. Je ne sais plus qui y avait d'autres. Et donc voilà, j'arrive avec mon modèle et toutes ces personnes me disent la même chose. Ils me disent, on sait qu'on va mourir, on sait qu'on n'a pas d'avenir, mais si on meurt, c'est juste dommage parce que ce qu'on fait est tellement beau. Ouais. Et c'est la première fois en tant qu'ingénieur où on me parlait de beauté. Wow, ok. Alors moi, je voulais être designer, donc j'étais un petit garçon artistique. Donc c'est la première fois qu'on me parlait de ça. Et puis la deuxième chose, ils me disent, mais si on disparaît, il y a toute une génération de métiers qui va disparaître. De gens qui, alors on parle souvent de père en fils, mais c'est pas vraiment ça, c'est de mentor à apprenti. Voilà, il y a des générations de métiers, de comment on fait un anglage rentrant, comment on fait une courbe Breguet, un spiral plat, qui a été appris par une génération à l'autre, qui vont disparaître. Du jour au lendemain. On parle d'humanité. Moi, encore aujourd'hui, j'ai chair de poule, quoi. Et moi, je suis là. Wow. Et puis évidemment, ils me font le tour de les manufactures qui étaient toutes petites à l'époque, et on voit tous travailler à la main, parce qu'à l'époque, tout était fait à la main. Aujourd'hui, plus grand-chose n'est fait à la main. Ouais, donc aujourd'hui, tout est industrialisé. Et tout était fait à la main. Et on voyait des gens qui faisaient des perlages comme ça, des anglages à la main. Enfin, c'est des trucs incroyables. Et vous étiez là. Wow. Et je me rappelle avoir pensé. Et du coup, je tombe amoureux de l'horlogerie. Mais jamais dans ma tête, je vais travailler en horloge. C'est un métier qui va mourir, même si jamais. Et donc, juste l'avant-dernière année, enfin, je prends une année sabbatique avant mon diplôme. Je suis désolé, mes réponses sont un peu longues, mais il y a des longues histoires. Et je fais mon service militaire. En Suisse, on fait son service militaire. Et durant mon service militaire, j'ai un accident absolument horrible où je devrais être mort. J'ai aucune raison d'être vivant. Je suis conducteur d'un vieux véhicule de chantier qui sort de la route. Je suis éjecté. Et les 3 tonnes me retombent sur le dos, à 50 à l'heure. Ah ouais, quand même. Et donc, j'ai aucune raison d'être vivant.
aujourd'hui, encore aujourd'hui, il faut célébrer quand même quand ça arrive un truc comme ça. Et je me retrouve, après 6 semaines d'hospitalisation et 2 mois de physio pour essayer de récupérer, je décide d'aller mettre tout mon argent dans la montre que je rêvais d'avoir. Et c'était à l'époque, on est en 1990. Okay. C'était un chrono Ebel El Primero et en acier. Je me rappelle, je passais devant le magasin tous les week-ends et il coûtait 2750 francs, je me rappelle encore aujourd'hui, au centime. Et j'avais une espèce un plâtre qui prenait tout le haut du corps avec le bras dedans. Et j'avais heureusement mon bras gauche qui était libre. Ouais. Je saute dans un bus, je vais dans ce magasin et je dis je veux cette montre. Et puis je paye avec toutes mes économies. La dame me le met au poignet, je ne peux pas. Ouais. Et j'étais là. Voilà. Donc voilà, c'est ce moment-là où il y a une espèce de connexion complètement dingue qui se passe entre moi et l'horloge. Ouais. Et il y aura cette rencontre avec Henry John Belmont qui m'offre ce job quand je ne pensais pas du tout travailler dans ce métier, quoi. Mais donc ton premier job est chez Jaeger-LeCoultre, ouais. Où tu vas y rester quand même quelques années. 7 ans. Ouais. Mais comment se passent les années chez Jaeger-LeCoultre? C'est des années qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. La boîte, elle était microscopique, ouais. Elle perdait de l'argent. On fabriquait, on faisait plus de chiffres en vendant des mouvements à des tiers. Ah ouais, IVC, Audemars-Piguet, Vacheron Constantin, Breguet avaient des mouvements chez Jaeger-LeCoultre à l'époque. Même ça suffisait pas. Donc on fabriquait comment on appelle ça, des briquets pour Christian Dior à l'époque. On fabriquait des instruments dentaires pour une société qui s'appelait MS, juste pour donner du travail aux ouvriers et tous les gens qui étaient là, quoi, parce qu'on n'arrivait pas à tourner, quoi. Donc moi je suis rentré à cette époque-là. Ouais. Et à cette époque-là, il y avait une montre qui s'appelait la Reverso. Et tout le monde nous rigolait au nez. Quand on me présentait ça, les gens me disaient mais jeune homme, c'est quoi ça sert ce truc? Pourquoi on a besoin d'une montre qui se tourne? Puis attendez, elle est remontage manuel, elle n'est même pas automatique. Puis, elle n'a pas de date. Oh, ça n'a pas de date. puis elle n'est pas étanche. Puis vous voulez que j'achète ce truc? À l'époque 1900 francs suisses. Je sais exactement combien, j'étais le responsable produit. On gagnait moins de 100 francs de marge. Je parle de marge, pas de profit. Hein. Donc on perdait de l'argent sur chaque pièce qui était vendue à 1900 francs prix public. Ah, ouais. Et les gens nous rigolaient au nez, les détaillants. On disait mais jeune homme, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là? Donc on vendait plein d'autres produits. Ouais. Qui ont tous disparu depuis. Et puis on s'est dit non mais on a ce produit qui est juste extraordinaire, on a continué à expliquer aux gens, on a développé dessus, parce qu'expliquer c'est bien, mais donc on a créé toutes les séries limitées, les complications, etc., la duoface. Et puis à côté de ça, en 92, on lance une idée comme ça, la Master Control, qui était une montre classique mais plutôt 50s. Et puis on a ce contrôle de 1000 heures. On est la première marque au monde qui va faire 6 semaines de contrôle sur chaque montre, pas sur le mouvement. Donc le chronomètre, Superlative Chronometer, c'est juste le mouvement sans les aiguilles, sans le rotor, sans être emboîté. Et ça, c'est les joies d'être dans un shopping mall. Et donc, ça va durer longtemps. Je crois qu'elle est là. Et donc, on apprend, mais on apprend tellement de choses parce que, en fait, déjà, nous, 50% des mouvements des montres ne passaient pas le contrôle des 6 semaines. Et on avait fait ça juste, c'était un petit peu une idée marketing, quoi. On a essayé de donner quelque chose d'intéressant à cette montre. Ouais. Et ça va faire tellement grandir Jaeger-LeCoultre. Parce qu'en faisant ces tests de 6 semaines à l'époque, on faisait des tests de 5-6 jours sur une montre. Il faut faire 6 semaines, on remarque plein de choses. Et la première chose qu'on remarque, c'est qu'en fait, un mouvement, il doit être rodé. Il doit être rodé parce que si vous ajustez la précision au bout de 4 jours, le mouvement, il n'est pas encore rodé. Et donc, vous allez avoir des points. Alors, un jour, elle avance de 5 secondes. Le jour d'après, elle recule de 10. Et donc, dépendant où vous faites, elle recule de 10, on va l'avancer. Ah ben non, parce que demain, elle va avancer. Parce que l'huile ne s'est pas encore complètement bien mise là où elle devait. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte qu'il faut faire la précision qu'au bout de minimum 2 semaines.
Et là, on voit la ligne, on est comme ça, puis là, tout à coup, la ligne, elle commence à être droite. Et là, on peut se dire, ok, la raquette, on la bouge et on la pose là. Mais plein de choses comme ça, ça fait énormément avancer la qualité de Gégère Lecoultre, ça. Et voilà, il y a toutes ces choses qu'on a compris à ce moment-là. Bref, je peux vous raconter, passer des heures à parler juste des 7 ans de Gégère Lecoultre, c'était des années extraordinaires. Vraiment, une équipe extraordinaire. Henri John Belmont avait assemblé des gens tous d'une bonne volonté, d'un esprit start-up. On a envie de faire croître ce projet. Il n'y a pas d'ego. Il n'y avait pas d'argent. Ouais. Mais il n'y a pas d'argent que chez Gégère Lecoultre. Dans l'horlogerie haut de gamme à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Donc tous les gens qui étaient dans ce métier, c'était des gens qui étaient là par passion. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'influenceurs, il n'y avait pas de pub, on n'avait rien. Et du coup, on était là, nous étions des geeks qui parlions à des geeks. Les clients finaux, c'était des gens aussi frappés que nous. Ouais, et puis, on est rentré dans une espèce de symbiose entre fous furieux. Et c'était génial. Puis après, évidemment, le métier a grandi, les boîtes ont grandi. Et puis, on a commencé à attirer beaucoup de gens qui n'aimaient pas l'horlogerie, qui aimaient l'argent, qui aimaient le glam, qui aimaient, etc. Et ça, c'est un des plus grands dangers de notre métier aujourd'hui. C'est qu'il y a trop de gens dans notre métier qui n'aiment pas les montres. Mais à l'époque, on aimait tous les montres. Voilà, c'était 7 ans absolument incroyables. Petit aparté sur ça, mais qu'est-ce que tu penses de ceux qui achètent des montres dans le but d'investir, comme tu dis, mais sans réellement aimer l'horlogerie pure, quoi. C'est pas à moi de juger, chacun achète pour les raisons qu'il veut acheter. Ce qu'on est en train de vivre, nous, dans notre métier aujourd'hui, est terrifiant. Il est terrifiant, parce que on arrive à des excès qui me semblent complètement fous au niveau valorisation de produits, mais aussi ce qui m'attriste énormément, et ça je dois faire très attention sur ma marque maintenant, c'est que les vrais amateurs, les vrais gens qui aiment les produits et les marques n'ont bientôt plus accès. Parce que les spéculateurs arrivent d'une façon à une autre à les avoir avant. Et c'est clair que quand on peut faire de l'argent en achetant une montre et en la revendant immédiatement, il y a des gens qui vont faire des business et qui vont trouver des moyens bien plus intelligents que celui qui aime juste le produit. Forcément. Et donc ça, c'est un truc auquel on est confronté nous depuis 12 mois. Et ça, j'ai martelé tout ce mois d'ailleurs à tous mes détaillants, on n'en a pas beaucoup, de dire mais maintenant je veux être sûr que ce soit toujours mes clients fidèles qui puissent avoir accès, et 2, des gens qui aiment vraiment la marque. Et pas juste soit évidemment des marchands, soit des gens juste qui sont richissimes. Et parce qu'ils sont richissimes, ils peuvent avoir accès. Parce que, regarde, ils ne savaient même pas ce qu'était MB&F il y a 1 an et demi. Et maintenant, ils peuvent aller frimer en disant « j'ai la montre que tout le monde veut mais que personne ne peut avoir ». Ça ne m'intéresse pas de les avoir, ces gens-là. Je n'ai pas créé cette marque pour ça. Je n'ai jamais créé la marque pour gagner de l'argent. J'ai créé la marque pour qu'on soit fiers. Qu'on soit tous fiers de ce que l'on fait. Donc oui, c'est un problème, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut combattre. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. Pourquoi ? Imaginez qu'avant, celui qui achetait une montre, c'est un acte d'amour. Et quand on a un acte d'amour, en général, on se brûle. C'est-à-dire, à part si vous tombez vraiment dans le cas d'un homme ou d'une femme sur le partenaire de sa vie, on fait beaucoup d'erreurs. On se plante beaucoup de plantages avant d'arriver à ça. Donc, aimer, ça coûte cher. Pas au niveau argent, ça coûte cher au niveau des émotions, ça coûte cher au niveau de tout ce qu'on va mettre dedans. Et puis, on s'en prend plein la gueule à la fin. C'est vrai. C'était ça, acheter de l'horlogerie. Vous achetez une belle pièce d'horlogerie, vous l'aimez, mais vous saviez que vous alliez perdre votre chemise et votre slip en essayant de la revendre. Et puis, qu'elle allait avoir des problèmes techniques, et puis que le SAV n'allait pas être très bon, et puis les mecs, ils allaient vous garder votre montre pendant 6 mois, et vous charger encore une blinde. C'était quand même un métier un peu anachronique. Et il est arrivé jusqu'à peu près il y a 2 ans, où tout à coup, on pouvait aimer, mais on n'avait plus besoin de souffrir. Tout à coup, il y a beaucoup plus de gens qui ont envie d'aimer. Et puis maintenant, non seulement on peut aimer et on n'a plus besoin de souffrir, mais on va aimer et on va gagner de l'argent. Chose qui est... Donc là, il y avait peut-être, je vais dire une bêtise, il y avait 100 personnes qui s'intéressaient à ce métier il y a 5 ans. Quand il n'y avait plus besoin de souffrir, il y en a eu tout à coup 10 000. Et quand en plus on pouvait gagner de l'argent, il y en a eu 2 millions. 2 millions. Donc c'est pour ça qu'on me dit toujours mais Rolex, ils font exprès de faire ça. Mais Rolex, ils ne font pas exprès de quoi que ce soit.
Rolex, ils ont augmenté leur production, ils ont énormément augmenté leur production, mais il y a juste 10 000 fois plus de gens qui veulent les pièces qu'il y a 5 ans. Forcément. Mais donc, eux, ils ont augmenté peut-être de, je sais pas, moins de 40 ou 50%, c'est déjà énorme. Mais fois 10 000, c'est pas possible. Non, donc, là, je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que les choses se normalisent. Mais on est à un moment où moi, je ne sais pas où on va aller, honnêtement. Je mon sais métier. Ouais. C'est pas très encourageant. Non. Je pense aussi. Mais pour revenir sur ton parcours, donc après Jaeger LeCoultre, tu vas être débauché chez Harry Winston, Ouais. Timepieces, enfin c'est la manche horlogère. La manche horlogère, ouais. Et tu vas développer les opus, Entre autres, mais le fameux modèle en collaboration avec des horlogers indépendants. Mais comment se passent tes années chez Harry Winston? Alors les années Harry Winston, alors toutes mes années m'ont amené là où je suis aujourd'hui. J'ai eu énormément de chance. C'est que chez Jaeger LeCoultre, on était au bord du dépôt de bilan quand je suis rentré. Ouais. Chez Harry Winston, on était à 2 doigts du dépôt de bilan quand je suis rentré. et je dis souvent, les gens ils me regardent comme ça, en même temps, c'est une énorme chance. Une énorme chance. Parce que vous arrivez dans une boîte qui marche parfaitement, qui est rodée, qui a des milliers d'employés et qui roule. J'aurais jamais pu devenir entrepreneur. C'est vrai. J'aurais jamais pu monter ma marque. Parce que j'ai l'habitude d'avoir un service informatique, un service RH, un service marketing, plein d'argent. Moi, j'ai eu l'habitude de travailler avec rien. Toujours en train d'être le pompier, en train de sauver des sociétés. Et donc, je me retrouve à la tête de Harry Winston Timepieces en n'ayant aucune idée que la boîte est au bord du dépôt de bilan quand je signe mon contrat. En n'ayant aucune idée qu'une semaine après que je signe mon contrat, Harry Winston, la marque, qui était à l'époque, il y a 23 ans, le plus grand joaillier au monde, basé à New York, a été mise en vente pour plein de raisons différentes, mais pas des bonnes. Ah. Et du coup, moi, je me retrouve à la tête, j'ai 31 ans, de la branche horlogère en tant que DG, un truc que j'avais jamais imaginé de ma vie, être DG de quoi que ce soit, c'est même pas un rêve. Et je me retrouve dans une situation mais cauchemardesque. Je saute dans un avion, je vais à New York, et je leur ai expliqué, les gars, c'est un cauchemar, regardez ça, il n'y a rien qui va, quoi. Ils me regardent, ils font ah ouais, c'est pas bon hein, ça. Je dis ah non, c'est pas bon. Hein. Ils disent bon bonne chance. Ah ouais. Comment ça, bonne chance? Je dis nous de toute façon on est ratiboisés, on n'a plus d'argent, on doit vendre la boîte et de toute façon cette division on l'aime bien mais elle fait 4% du chiffre d'affaires, elle perd de l'argent. Si vous n'y arrivez pas, on la met en faillite, c'est pas un problème. Ah ouais, c'était pas la réponse que j'attendais, tu vois. Et donc je rentre à Genève et je me dis j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. J'étais bien chez Jaeger LeCoultre, c'était ma famille, quoi. J'étais super là-bas. Et voilà, je suis le mythe d'Icare. Il a voulu être DG, puis maintenant il va se brûler les ailes et il va mettre la boîte en faillite, quoi. Pire année de ma vie. 98-99, je travaille mais comme un fou. C'est 16-18 heures par jour, j'ai un ulcère colossal au bout de 3 mois à cause du stress, je bouffe des antiques toute la journée. Et puis j'ai une équipe de 7 personnes dont j'ai hérité qui veulent tous se barrer parce qu'ils savent que la boîte va partir en sucette. Et puis je ne peux pas embaucher personne parce que tout le monde sait l'état de la boîte. Et puis Harry Winston est en train d'être vendu et puis ça ne se fait pas. Et ça me prend, on va dire à peu près 1 an et demi avec cette petite équipe pour plus ou moins stabiliser le bateau. Et puis après, de 2000 à 2005, c'est extraordinaire. Ouais. 2000 à 2005, on passe de 8 à 80 employés, de 8 à 80 millions de dollars de chiffre d'affaires. Quand je pars, on a fini les plans de la manufacture. On a créé Opus. Opus, c'est une idée pour aider un ami. Hein. C'est pas du tout une idée de génie d'un mec qui s'est dit je vais révolutionner l'horlogerie. J'ai passé 3 soirées avec François-Paul Journe, qui était un copain en l'année 2000, durant la foire de Bâle, l'année où il présente sa marque. Okay. Et puis qui m'explique à quel point c'est dur, quoi, parce que on est avant l'ère des réseaux sociaux, on est même pratiquement avant l'ère de l'internet, on est juste au début, et puis tout le monde vient le voir, les indépendants, tout le monde s'en fiche, et puis ils viennent le voir en disant oui c'est bien ce que vous êtes, mais vous êtes qui, c'est quoi, pourquoi je prendrais votre marque, puis il n'a pas le droit d'expliquer ce qu'il a fait
pour d'autres grandes maisons parce qu'il a signé des contrats de confidentialité. Ah. Et donc, un jour, un de ces fameux jours à la foire de Bâle, on descend ensemble à la fin de la journée sur l'escalator. Et je lui dis, tu sais quoi? Moi, je n'ai pas signé les contrats. Pourquoi on ne fait pas un produit ensemble et moi, je peux dire au monde entier ce que tu as fait? Puis il rigole, il me dit, ouais, pourquoi pas? Puis je dis, non, mais il y a peut-être un truc là. On peut faire, on fait une collab, quoi. Le mot collab n'existait pas. Et puis, ça n'avait jamais été fait. Alors oui, des horlogers indépendants créaient des mouvements pour des grandes maisons, mais c'était jamais crédité. Ouais. Donc c'était, voilà ton argent, merci beaucoup. Et moi, la marque, je dis que j'ai tout fait moi-même. C'était normal à l'époque. Et je dis, on fait un truc. Et puis on dit, c'est Harry Winston et François-Paul Jaune. Puis quelques jours plus tard, on se revoit pour un café. Et puis je dis, mais tu veux pas réfléchir à cette idée? Il me dit, t'es sérieux? Tu vois? Puis de fil en aiguille, on a décidé de le faire. Et puis le nom Opus One, parce qu'on cherchait un nom, moi au début c'était les grands horlogers pour Harry Winston, je ne sais pas quel truc complètement naze. Et puis je me rappelle, je suis dans la voiture en train de... Nos bureaux n'étaient pas trop loin l'un de l'autre, nos ateliers, et puis pour aller le voir. Et puis à l'époque, mon big boss aux États-Unis était un fou de vin, et il n'arrêtait pas de m'expliquer que le vin Opus One, qui est Rothschild Mondavi, qui est une collab Rothschild Mondavi en Californie, à Napa Valley, valait tous les Bordeaux du monde. Donc c'était son grand truc. Donc il faut boire du Opus One. C'était déjà des prix de dingue à l'époque. Et puis donc j'étais revenu d'un voyage aux États-Unis où il m'avait encore martelé Opus One. Et je me dis, Opus One, ça veut dire la première œuvre. Opus One. Ouais. Et donc c'était une collab entre deux grandes maisons viticoles. La maison Rothschild, la maison Mondavi. Et je me dis, je lui dis à François-Paul, pourquoi on ne l'appelle pas Opus One? Une collab entre deux maisons. Puis s'il y a Opus One, il peut y avoir Opus Two aussi. Donc il y a un peu un truc, voilà. Et puis il dit, ouais, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est comme ça, ouais, pourquoi pas. Voilà, ça commence comme ça. Donc toutes ces magnifiques histoires, elles sont toujours des histoires de Gugus. J'en fais partie. C'est Gugus qui ont une idée, qui se rencontrent, qui se disent, si on faisait un truc. Et en fait, ce qui a énormément défini ma vie, surtout chez MB&F, avant je devais être beaucoup plus rationnel, c'est « ce serait cool si ». La phrase « ce serait cool si », c'est ce qui a défini MB&F. S'il n'y a pas le « ce serait cool si », on ne le fait pas. Ouais. Et donc, Opus One, ça a été créé par « ce serait cool si ». Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Mais la première collaboration avec François-Paul Jaune, est-ce que tu as eu le succès escompté? Alors, personne n'a rien compris. Alors, moi je me rappelle, c'est la première et la dernière conférence de presse de ma vie. C'est 2001, dans notre stand chez Harry Winston. Et on assemble tous les journalistes de la presse horlogère à l'époque. Ouais. Je sais pas, on avait peut-être 100 personnes, ce qui était beaucoup. Et puis, François-Paul et moi, on tente d'expliquer ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et on demande est-ce qu'il y a des questions et tout le monde est là. Et tout le monde part. Ouais. On se retrouve comme ça. Puis et donc on avait fait 18 pièces uniques. Il y avait 3 fois 6 calibres, chacune était unique. Et donc les détaillants, alors voilà, c'est une idée. François-Paul, c'est qui François-Paul? C'est ce grand horloger, personne ne le connaissait. Et puis et vous avez son nom sur la pièce. Et puis c'est des pièces uniques. Alors comment on fait pour vendre à nos clients? Parce que alors moi je vais prendre la tourbillon avec le cadran violet. Ouais. Mais si mon client en fait il veut la résonance avec le cadran bleu, je fais comment? Je dis je sais pas. Ouais, mais alors du coup la moitié ils n'ont même pas commandé quoi. Je vois pas l'intérêt de ce truc. Voilà, donc personne n'a rien compris. Opus 2 est sorti, personne n'a rien compris. Opus 3 est sorti, là les gens ont commencé à se dire. Et j'ai réalisé un truc, c'est que souvent pour qu'un concept devienne rémanent, au lieu d'être permanent, mais au moins rémanent, que les gens comprennent ce que c'est, il faut en arriver à la 3e itération. J'ai eu la même chose chez MB&F. Il aura fallu ma HM3, voire HM4, pour que les gens se disent « c'est un concept !» Et avant, c'est juste bizarre. Ouais. Et en fait, ça n'attire que les gens aussi fous que nous. Des gens qui cherchent l'exceptionnel, vraiment différent, qui résonnent sur une longueur d'onde qui est très très particulière. Quand on arrive au 3e, 4e, on arrive sur une longueur d'onde qui est plus
audible par une plus grande partie de la population. Donc oui, au début, Opus One, c'était rien du tout. Ouais. Après Harry Winston, il y a l'aventure MBNF en 2005. Mais comment te vient cette idée? Mais comment te vient, ok, je suis bien chez Harry Winston, cette idée de lancer ta marque? Alors ça, c'est vraiment en anglais, on dit un journey. Comment on dit ça en français? J'ai envie de dire une odyssée, quoi, comme celle d'Ulysse. Donc en effet, moi je viens d'une famille de middle class, sans argent. Je me retrouve directeur général de Harry Winston Timepieces avec beaucoup de succès. Je gagne beaucoup d'argent. J'ai ma tête dans les journaux. On m'acclame. Tout ce que le petit garçon qui n'avait pas d'amis se dit « Waouh, voilà, ça y est, je suis arrivé. J'ai jamais rêvé d'être là, mais j'y suis. » Mais plus la boîte grandissait, et moins j'avais du plaisir à aller au bureau. Ah. Et je comprenais pas. C'est pas que je comprenais pas, mais surtout je me sentais coupable. Parce que quand on vient d'où je viens et on est arrivé là, mais comment on peut ne pas être reconnaissant, quoi? Comment on ne peut pas être heureux? On doit être heureux. Puis moi, ouais. Et donc il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie. Je raconte souvent la même, donc je suis vraiment désolé pour ceux qui ont déjà vu d'autres interviews. Donc en fait, le 31 décembre 2001, donc il y a 20 ans et 18 jours, mon père décède. Et je suis un grand garçon, j'ai 35 ans, et je pleure 12 secondes et je continue ma vie. Et malheureusement, mon père et moi, on ne s'entendait pas. Et ça, c'est toute une autre histoire, mais c'était un type extraordinaire, mais il était hyper dur avec moi. Et il m'a jamais dit je suis fier de toi, il m'a jamais dit bravo, il m'a jamais dit je t'aime. Et du coup, mon complexe d'Oedipe à 16 ans, il est parti au rupteur. Alors, je suis parti avec la Kalachnikov contre lui, lui qui était il était assez sévère comme père. Évidemment, un fils qui se rebelle, ça se passe pas très très bien. Et donc on s'est foutu sur la gueule pendant 10 ans. J'ai envie de dire de 16 à 24 ans jusqu'à ce que je puisse quitter la maison, la fin de mes études. Et puis après, on était polis, de 24 à 35. Donc il meurt. Voilà. Puis après, une année après, je vois n'importe quel film où il y a un fils qui perd son père et je m'effondre en larmes devant. Mais systématiquement. Même le Roi Lion, je me rappelle très bien, je vais voir le Roi Lion, le dessin animé, et quand le père se fait écrabouiller par les gnous, je suis en sanglots. Ma copine du moment me regarde, ça va. Et je me dis, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et du coup, donc je décide d'aller en thérapie, ce qui n'est pas une évidence quand on est un ingénieur suisse. Et donc on travaille énormément sur les regrets. Et puis, évidemment, je raconte souvent cette question parce qu'elle est séminale, cette question. Il y a un moment donné, la thérapeute me dit, ok, on a parlé de votre père, maintenant vous sortez de la session, vous traversez la route, faites pas attention, vous êtes écrabouillé par un bus. Vous êtes sur le trottoir, vous avez 2 minutes à vivre. Quels sont vos autres regrets? Donc ça, j'invite tout le monde à se poser cette question. Et là, je vis la life, quoi. Je suis le mec, j'ai de l'argent, j'ai du pouvoir, j'ai de la reconnaissance, et je m'effondre durant cette session. Et je m'effondre parce que le petit garçon qui était hyper créatif, hyper artistique, est devenu un marketeur. Donc j'ai toujours créé chez Gerald Coultre, chez Harry Winston, c'est toujours moi qui crée, en tout cas chez Harry Winston 100%. Ouais. Et je crée toujours pour le marché. Je crée des produits en me disant ça va se vendre. Les 3/4 des pièces que je crée, j'avais même pas envie de les porter. Ah ouais. C'était juste. C'est parce qu'il y a une demande. Donc c'est une abnégation complète de qui tu es. Et je me détestais. Mais je ne me rendais pas compte, mais je me détestais. Puis l'autre chose, c'est que même si mon père était quelqu'un de... il était très dur avec moi, mais c'était probablement un des hommes les plus respectueux et honnêtes que j'ai jamais connus. Il s'est fait balader toute sa vie par des gens qui n'étaient pas très honnêtes.
mes parents étaient… Ma mère était une religion extrêmement rare qui s'appelle les Zoroastriens. Donc c'est la religion monothéiste la plus ancienne du monde. Ça vient de Perse, on les appelle les Parsis aussi. Et c'est la première religion qui avait un dieu, Ahura Mazda, et un prophète qui s'appelait Zarathustra. On a entendu le mot Zarathustra grâce à Richard Strauss ou à Nietzsche. Et c'était le prophète, donc c'était bien avant la religion juive. C'était, je ne sais plus quand, avant Jésus-Christ. Et ils sont plus que 120 000 dans le monde. Ah oui, ils n'ont plus beaucoup. Oui. Mais, alors moi je suis totalement athée, j'avoue, mais ils ont une façon. Ma mère était vraiment la personne la plus incroyablement aimante au monde, parce que la base de cette religion c'est good thoughts, good words, good deeds. De belles pensées, de belles paroles, de belles actions. Et ma mère c'était exactement ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un aussi extraordinaire que ma mère. Et mon père, il était pas mal à ce niveau-là, sauf avec moi. Et du coup, je me dis, mais dès qu'on est dans le business, dès qu'on est dans un milieu professionnel, on est tout le temps en train de se battre avec des gens sans scrupules, qui sont là pour vous mettre des poignards dans le dos, qui vont vous manipuler, qui vont vous mentir. Et c'est juste normal parce que c'est le milieu professionnel. Parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'il y a du pouvoir, parce qu'il y a de la politique. Je dis, mais moi, je ne veux plus vivre ça. Quoi. Ouais. Je ne veux plus vivre ça. Donc, c'est les deux fondamentaux qui m'ont fait commencer à me dire, moi, mon rêve, ce serait quoi? Qu'est-ce qui me rendrait fier le dernier jour de ma vie? Ça, c'est l'autre question que tout le monde doit se poser. Avoir beaucoup d'argent, ça te rendra fier à la fin de ta vie? Moi, en tout cas pas. Avoir créé des choses en quelles je crois, en me disant, de toute façon, ça ne va jamais se vendre. Putain, excuse-moi, mais ça me rendrait hyper fier. J'ai été jusqu'au bout de ma démarche créative. Ne travailler qu'avec des gens qui ont les mêmes valeurs et surtout pas travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Refuser de travailler avec des gens qui sont des gens manipulateurs, qui sont des gens malhonnêtes. Ça me rendrait fier. Parce que travailler avec des gens malhonnêtes et être obligé de les inviter à déjeuner parce qu'ils pourraient t'acheter une montre, ou ils pourraient être un détaillant, ou ils pourraient être un fournisseur. Tu sors du déjeuner, tu te sens pas bien, hein? Mais c'est normal. Donc, je dis ça, je le ferai plus. Et puis voilà, donc j'ai commencé à rêver que j'allais créer ma marque de montre. Ce qui est un truc qui n'a jamais été dans ma tête, hein? C'était pas avant ça. Et puis qui devait être la mienne, pas d'actionnaires. Surtout pas d'actionnaires qui veulent de la croissance, du profit, de la croissance, du profit. Et du coup, je mets mon histoire dans mon tiroir et puis je referme le tiroir parce que c'est impossible. Et qui a une idée aussi folle? Et en plus, j'ai pas d'argent. Enfin, j'ai pas d'argent. Non, j'ai de l'argent, mais j'ai pas ce qu'il faut pour monter une marque d'horloge qui crée ses propres mouvements. Et donc, je ferme le tiroir et de temps en temps, j'ouvre le tiroir. Ça peut être sympa. C'est une belle idée quand même. Et puis, je referme le tiroir et je continue de driver Harry Winston. Puis je continue d'ouvrir ce tiroir. Puis un jour arrive ce qui arrive, c'est que je tombe amoureux. Puis quand on tombe amoureux, on fait plein de choses qui n'ont aucun sens. Et du coup, je tombe complètement amoureux de mon histoire et je dis, j'ai besoin de faire ça, quoi. Alors j'ai à l'époque mis de côté, c'est beaucoup d'argent hein, pour n'importe qui, j'ai mis de côté 900 000 francs suisses. Mais c'est une fraction de ce qu'il faut pour monter une marque d'horloge qui crée des complications. Chaque mouvement coûte 2 à 3 millions de développement. Oui. Donc, peut-être 900 000, tu es là, ok. Et puis, un jour, je dis, en fait, l'histoire est vachement plus marrante, quoi, aujourd'hui. C'est que donc j'ai ce rêve. On est en 2005. J'ai déjà dessiné la HM1 à côté le soir. J'ai des esquisses d'HM2. J'ai l'idée ça devait s'appeler B&F, Busser & Friends. Et en fait, je suis allé voir les avocats pour déposer la marque. Puis les gars, ils me disent, mais c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Et Bell & Ross. Bell & Ross, ils ont déposé B&R partout. Donc, tu sors avec une marque d'horloge qui est B&F, les gars, ils vont te laminer. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez mettre ta première initiale. Je n'ai pas envie. Encore aujourd'hui, 16 ans après, ça m'énerve que la marque s'appelle MB&F. Elle devrait s'appeler B&F.
Faut que j'aille voir Carlos Rosillo, faut qu'on discute. mais donc voilà, j'ai ça. Et puis je me dis en 2006, je vais quitter. Et après la foire de Bâle 2005, qui est un succès colossal pour Harry Winston, mais colossal. On sort Opus 5 avec Félix Baumgartner et Martin Fry. Et puis on a des produits incroyables. Je suis invité à un meeting de direction à Miami par mes patrons. Et à la fin du meeting, mon chef me donne mon nouveau contrat. Il me dit « Je crois que tu seras content ». Ok. De toute façon, dans ma tête, dans un an, je suis loin. Merci beaucoup. Je ne regarde même pas le contrat. Puis une semaine après, un samedi, je me rappelle toujours, je commence à lire ces contrats américains. Ils font 25 pages. Ouais. Chaque ligne, tu ne comprends pas ce qu'il a écrit. Il faut la relire 3 fois. Je lis le truc et en effet, il y avait des stock options. Si je quittais la boîte 12 mois, il y a plein de trucs incroyables. Je dis OK. Et j'arrive à la dernière page. Clause de non-concurrence. Ah, ouais. Clause de non-sollicitation des fournisseurs, c'est-à-dire que si tu pars, tu ne peux pas travailler avec les fournisseurs de Harry Winston, ouais. Et impossibilité de débaucher des gens. Donc évidemment, au début, je n'allais pas débaucher du monde, mais l'équipe Harry Winston Time-PC, c'était mon équipe. Je l'avais amené de 8 à 80 personnes, c'était mon équipe, quoi. Donc je regarde ce truc-là, je fais... Oh. Donc là, je me dis, mais... Là, soit je commence à négocier avec eux pour essayer d'enlever cette dernière page, mais ça va en partir au clash parce que les gars, ils vont se douter de quelque chose. Soit il faut que je parte maintenant. Ouais. Donc, je rentre le lundi au bureau et je dis à mon équipe, écoutez, je pars en vacances. Pardon ? Déjà, je prenais jamais de vacances. En plus, comme ça, j'arrive, je suis loin cette semaine. Vous allez où ? Non, je reste à la maison, j'ai des trucs à faire. Et pendant une semaine, je vais faire des tableurs Excel dans tous les sens sur des pertes et profits, des cash flows. Business plan. Et puis, je me dis, j'y arrive pas, quoi. C'est pareil que mes 900 000, j'y arrive pas. Et je me dis, il me faudrait au minimum 700, 800 000 de plus. Et j'ai cette idée durant la semaine que peut-être mes détaillants seront tellement amoureux de mon nouveau projet qu'ils me paieront un tiers d'avance 2 ans avant que je livre la première pièce basée sur un dessin. Pas bien le mec. Hein. Et je me dis, ça peut marcher. Et du coup, 3 semaines après ou 2 semaines après, je suis à New York. Et parce qu'on a le board meeting où je dois présenter la manufacture Harry Winston qui va coûter 25 millions quand même, on peut se le permettre amplement. Et donc je vais défendre ça devant le board. Et juste avant le board, je vois mon CEO et je dis, je démissionne. Je dis quoi ? Je dis, j'avais prévu en 2006 de monter ma marque et là, je ne peux pas signer ce contrat. Donc, je vais partir plus tôt, quoi. Ah, tu veux plus d'argent ? Non, je veux rien, je veux partir. Et voilà, on discute et on se met d'accord pour que je parte. Et voilà, donc le 25, il me libère le 15 juillet 2005. Le 25 juillet 2005, je crée MBNF, société anonyme. C'est un employé, c'est moi, pendant 2 ans et demi tout seul dans son appartement et qui met tout son argent. Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois, que j'ai déjà, on a travaillé sur la faisabilité du mouvement, parce qu'avant ça, je n'avais pas travaillé du tout, parce qu'on est dans un métier où tout le monde se connaît. Donc si avant que je donne ma démission, j'avais commencé à travailler sur quoi que ce soit, tout le monde aurait été au courant. Donc c'est le jour où je donne ma dème, où là, je peux aller voir tout le monde en disant « Bon les gars, on y va, full time ». Et donc en novembre 2005, je vais faire le tour de la planète pendant 3 semaines. Je prends un billet tour du monde parce que c'est moins cher. Et puis donc je fais, je ne sais plus combien, 12-13 villes, voir les grands détaillants Harry Winston que j'avais à peu près tous ouverts, hein, en disant voilà, c'est mon projet. Et donc il y en a pas mal qui ont dit ah ok, écoute, on suit basé sur un dessin. Hein. Et puis je leur disais toujours mais il y a juste un petit problème, j'ai pas assez d'argent. Ils disaient ok, et alors ? Est-ce que vous seriez d'accord de me payer un tiers maintenant et je vous livre la montre en 2007 ? Les gars me disent ça va ou quoi ? T'es fou. Ça c'est très vaudois, ça va ou quoi ? Il y en a 6, dont Laurent de Chronopassion, qui sont assez starbés pour dire t'es taré, mais banco. Allez, c'est quoi ton numéro de compte ? Basé sur un dessin de ma HMA.
Ouais, Et donc ça va amener les 750 000 de plus. Et à partir de ce moment-là, je crois que je suis le roi du monde. Là, je suis vraiment le roi du monde. Et 5 mois après, le fournisseur principal qui devait développer mon mouvement, fabriquer tous les composants et le monter, se fait vendre en 24 heures à une marque. Ah. Marque qui n'avait aucune intention de fabriquer des mouvements pour des tiers. Ah ouais. Ça, c'est le début de toute une autre histoire, mais ce sera une autre interview, ça. Ouais. Donc, écoute, on a eu... ça, c'est donc... je crée la marque en 2005. Je la fais courte. 16 ans après, on a sorti 19 calibres. On n'a jamais remis d'argent dans cette maison. Ouais. Donc, c'est mes 900 000 du départ. Non, c'est pas vrai. Je fais rentrer mon directeur technique en 2008 et je lui donne 20% de la boîte. Et il met 200 000 pour ces 20%. Et ça, c'est rentré dans la boîte. Et puis voilà, 16 ans plus tard, on a sorti 19 calibres et pas des petits calibres, des trucs incroyables, autofinancés. Et comment on a réussi ça? Avec une équipe incroyable. Genre, l'équipe des gens qui travaillent chez MBNF et autour d'MBNF, c'est des gens, mais on a les meilleurs. Il n'y a pas de doute, on a les meilleurs. Parce que sinon, on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait. Et puis, des gens qui sont passionnés, on vit tous 16 ans après encore cette boîte comme si c'était le premier jour, quoi. Ouais. Parce qu'on est tous fiers de ce qu'on est en train d'accomplir. La fierté t'emmène toujours infiniment plus loin que l'argent. Et puis on a réussi ça parce que chaque centime qu'on a gagné, on l'a remis dans la boîte. Toujours. Et voilà, que chaque fois, on a gagné 50, 100 000 de plus. Allez, on les remet dedans et on sort le calibre d'après et le calibre d'après. Aujourd'hui, un calibre, c'est 3 à 4 ans. Donc, c'est un millefeuille. Hein, il y a tout le temps… j'adore les gens qui me disent « Bon, alors, vous venez de sortir ce calibre, là, à la présentation. Vous savez ce que vous allez sortir l'année prochaine ?» Mais moi, si je ne sais pas ce qui va sortir dans 4 ans, ça ne sort pas. Donc, on est déjà en train de travailler dessus maintenant. Donc, c'est aussi un métier qui est, en tant que créateur, hyper frustrant. Parce que quelle que soit l'idée que je peux avoir, je ne vais pas la voir arriver en réalité avant 3 ou 4 ans. Donc, c'est une espèce d'école de la patience, et Dieu sait que je ne suis pas patient, qui est extrêmement compliquée à gérer, humainement. Le moment où tu fabriques et que tu livres les montres, mais comment tu gères l'impatience des clients? Alors, on a vécu des années, voilà, comme ça c'est une vraie odyssée, hein, ces 16 ans. Les premières années, je pars avec mon bâton de pèlerin autour de la planète pour expliquer aux gens ce que j'essaye de réussir, quoi, et pourquoi je le fais. Parce qu'à la fin de la journée, tu n'es pas en train d'acheter une montre juste parce qu'il y a l'heure et la minute. C'est toute l'histoire. Et c'est ça que j'adore dans l'horlogerie d'indépendants aujourd'hui. Tout le monde nous parle des indépendants. C'est qu'on a compris enfin, aujourd'hui, après 20 ans, que l'horlogerie indépendante, la vraie, c'est une histoire d'êtres humains qui ont mis… Moi, toutes les montres que j'ai, ma Voutilainen, ma Uhrwerk, ma Serpaneva, ma Silberstein, mais toutes ces montres, c'est l'histoire de ces êtres humains qui ont rêvé, qui ont tout sacrifié, qui n'ont jamais pensé un jour gagner un franc parce qu'ils n'ont jamais gagné un franc, certains ont fait faillite, mais qu'ils l'ont fait parce que c'est leur seule façon de s'exprimer et que leur quotidien, il est affreusement difficile, mais c'est pas grave, c'est le prix à payer pour créer quelque chose en quoi on croit. Donc quand je porte ma Voutilainen, moi je pense à Kari et de tout ce qu'il a mis, de tout ce qu'il a travaillé avant, à côté, durant ses jobs normaux, pour créer son premier calibre, qui a financé après sa pièce d'après, et tout ce travail qu'il a. Et donc nous, au début, c'était ça. Et puis aujourd'hui, c'est clair que 16 ans après, aujourd'hui, on se retrouve avec 3 à 4 ans de liste d'attente sur tout ce qu'on sort, mais c'est très nouveau ça. Hein. Ça fait 18 mois que ça arrive ça. Avant, on était… À partir de 2013, c'est l'année où j'ai décidé, où j'ai eu ma première fille, où j'ai décidé que la boîte ne grandirait plus. On s'est retrouvé à avoir toujours à peu près la même demande, voire un petit peu plus que ce qu'on arrivait à fabriquer. Mais c'était une symbiose, ça se passait bien. Il n'y avait pas 2-3 ans de liste d'attente, il y avait peut-être 6 mois, 8 mois, et puis c'était fluide.
puis là, tout à coup, c'est la foire d'empoigne. Donc ça, c'est très nouveau. Je vais être très, très honnête, je ne sais pas comment gérer ça. Comme je ne sais pas, c'est ce qu'on disait avant, j'aimerais que ce soit que les gens qui aiment ce que l'on crée, qui ont accès. J'aimerais que ces délais d'attente soient plus courts. Parce qu'ils engendrent d'autres choses. Quand tu commences à avoir des 3-4 ans de liste d'attente sur des produits existants, bah, ça t'empêche de créer des nouveaux produits. Parce que si tu crées des nouveaux produits et puis que le gars il dit mais moi ça fait 3 ans que j'attends le produit d'avant. Pourquoi tu sors un nouveau produit? Sors-moi d'abord le mien. Ouais. Mais du coup je ne peux plus rien créer. Et le paradigme il est totalement faussé. Parce que la raison d'être d'MBNF, c'est de créer. C'est la seule raison d'être. Donc maintenant, tout à coup, le succès est en train de me dire il faut que tu crées moins. Et moi, j'ai pas envie. Donc, je sais pas. Je suis totalement paumé. Je vais être très honnête, je sais pas. C'est très nouveau, c'est très soudain, c'est très violent. Et puis toute l'équipe, il n'y a pas que moi, toute l'équipe, on est vraiment en réflexion totale, tout le temps, en train de se dire mais comment on va gérer ça quoi, pour qu'on soit juste. Nous, on a créé la marque dès le départ en disant traite les gens comme tu veux être traité. Ouais. Ça, c'est le mantra chez MBNF depuis le premier jour. Comment aujourd'hui on peut traiter les gens comme on a envie d'être traité? Comment on doit être juste? Comment on doit être fair? Je ne sais pas. On est en pleine réflexion. Oui, mais surtout avec cette spéculation. Etc. Mais quel a été ton plus gros échec? Il y en a plein des échecs. S'il y en a un qui sort un peu plus du lot. Alors, en fait, non. En 16 ans, il y a eu 4 années hyper difficiles. Il y a eu des décisions qu'on va dire qui nous ont perdu de l'argent. Il y a eu des années où on a failli faire faillite. Mais je ne changerai rien. Et ça, souvent, quand je dis aux gens, mais quoi? Je ne changerai rien. Parce que j'ai compris un truc. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves plus smart, plus intelligent, plus expérimenté et surtout plus fort. C'est un fameux adage, hein, mais plus tu tombes et plus tu te relèves, moins tu as peur de tomber. Et du coup, c'est vrai que quand le Covid est arrivé, j'étais assez terrifié. Mais j'avais dit à l'équipe, on va gérer. Je suis un peu la trouille sur ce coup-là. Mars 2020, tu vois le monde s'arrêter. Tu vas envoyer tout le monde à la maison, tous tes fournisseurs sont fermés, tous tes détaillants sont fermés, et tu crois que c'est la fin du monde et qu'évidemment plus personne ne va acheter une montre. On va tous mourir d'une maladie, on va peut-être pas s'acheter une montre. Et tu te dis, bon, il y avait tous les scénarios qui ont passé dans ma tête. Bon, on ferme la boîte, quoi. Puis je sais pas, je ferai autre chose dans ma vie, je sais pas ce que je ferai, mais je ferai quelque chose. Mais j'étais relativement zen. Tandis que si j'avais pas pris tous les coups durs que j'ai pris, j'aurais complètement, je serais parti en live, quoi. Ouais. Et du coup, les coups durs, ça t'enrichit. Les succès, ça te met en danger. Parce que quand tu as tout le temps du succès, et en 2014, on a failli se prendre le mur parce que j'avais commencé à prendre le melon. Parce que j'avais réussi à m'en sortir de 2007, 2009, 2012, qui étaient 3 années hyper difficiles. Chaque fois, on avait réussi à sauver la boîte. Et du coup, tu te dis, t'es invincible. Donc du coup, tu te dis, au lieu de créer un mouvement par année, ce qui est déjà complètement fou, on va en créer 2. Tout le monde dit, ouais, allez, on va en créer 2. Mais 2014, ça nous a prouvé noir sur blanc, la comptabilité, que c'est juste pas possible. Financièrement, on a failli mettre la boîte droit dans le mur. On était en train de développer 2 calibres pour 2014, 2 calibres pour 2015. Et que financièrement, moi je voyais l'argent qui partait partout, quoi. Ça coûte une fortune de développer et de sortir tous ces composants. Et du coup, on a failli se prendre le mur. Donc, le succès, c'est hyper dangereux. Les échecs, c'est génial. Si tu peux te relever. Forcément. Si tu ne te relèves pas, évidemment, non. Mais voilà, moi je regrette rien, je ne changerai rien. Et aujourd'hui, je peux être infiniment plus zen, infiniment plus, serein.
Plus serein. Parce que je me suis pris des gamelles souvent. Et dans ce cas-là, mais quelle a été ta réussite dont tu es le plus fier? Alors, j'ai pu dire dans le... Comment on dit en anglais? On dit eulogy. Le discours qu'on fait lorsque quelqu'un est décédé à l'enterrement. Il y a un terme pour ça. Enfin, le discours que j'ai pu dire sur la tombe de mon père. Je me rappelle, j'ai pu dire « He was a good man ». On ne s'entendait pas tout le temps, hein. « He was a good man ». Ce dont je suis le plus fier, c'est que je fais tout depuis des années pour qu'on puisse dire ça de moi le jour où je ne suis plus là. Donc tout ce que je fais, je suis complètement en harmonie parce que je pense que je fais les choses justes et que je traite les gens justement. Et alors il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, hein, avec qui je me suis frité, mais si je me suis frité avec quelqu'un, c'est qu'il a été malhonnête. Et donc j'ai été quelqu'un qui j'espère, qui a tenu ces principes, les principes de ma mère. J'ai essayé de les tenir dans le cadre de ma vie privée et vie professionnelle. Alors c'est beaucoup plus depuis 16 ans avec MBNF, même dans ma vie privée. Hein, dans ma vie privée, je n'ai pas toujours été un mec très bien, quand j'avais 25 ans, etc. Donc aujourd'hui, je pense que depuis que j'ai 35-38 ans, je fais amende honorable. Donc là, on est dans la Mat Galerie. Oui. Mais comment t'es venue cette idée de créer une galerie avec tout plein d'objets un peu farfelus, entre guillemets, mais... Alors en fait, on a sorti la première Mat Galerie en 2011 à Genève. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Mais alors on était à côté de la plaque, mais... J'ai créé cette galerie en me disant, j'ai besoin de parler directement aux clients. Je passais qu'à travers mes détaillants. Et certains étaient formidables et d'autres nettement moins formidables. Donc j'avais besoin d'un endroit où je puisse accueillir les gens dans mon monde. Et puis, mon monde, personne ne le comprenait. Donc quand on a lancé la galerie, l'idée de la galerie, il y avait Horological Machine 1, 2, 3, 4. Donc c'est que les trucs complètement fous, tridimensionnels. Et mes détaillants, ils disaient mais ça c'est pas une montre. Ce en quoi ils avaient raison, parce que je voulais pas que ce soit perçu comme une montre. C'est pour ça que j'appelais ça Horological Machine. C'est une machine qui est inspirée de l'horlogerie, mais c'est pas une montre. Et donc du coup je me suis dit bon, la plupart des détaillants ne comprennent pas. Il y a des exceptions, hein, mais donc je suis allé voir des galeries d'art. En me disant c'est de l'art. C'est de l'art. Ouais. Et les gars ils me regardaient, ils me disaient bah non c'est une montre. Ah, donc tu étais dans un Donc j'étais carrément au milieu. Et je me suis dit, si je crée une galerie d'art mécanique, ça va être un peu la pierre de Rosette de Champollion, c'est-à-dire que ça sera l'élément décodeur de mon travail. C'est-à-dire que si tu vois une moto de Shikara Nagata qui a fabriqué 5 motos en 17 ans, tu lui prends 3 à 4 ans pour en faire une à la main, ouais. Et que tu vois l'objet qui est juste sublimissime. Alors, est-ce que c'est une super moto à conduire? Pas forcément, parce que c'est une œuvre d'art. Ouais. Tu vas t'acheter une Ducat, quoi. C'est quand même 10 fois mieux. Mais tu vois une pièce de Nagata et que tu vois tout ce qu'il a mis dedans et tout ce qu'il a sacrifié dans sa vie pour y arriver, tu vas peut-être comprendre ce que j'essaye de faire moi en horloge. Donc, c'était un système de décodage. On ne s'attendait pas du tout à vendre les objets. C'était vraiment c'était un manuel d'explication. Et puis, au bout de quelques jours, il y a quelqu'un qui dit « Waouh, c'est super cette pièce !» Je parle d'une pièce d'art. « Je peux l'acheter ?» On ne s'attendait tellement pas à ce que quelqu'un achète qu'on n'avait même pas de machine de carte de crédit. D'accord. Donc, oui, vous pouvez faire un transfert bancaire. Quoi? C'est ça, vous payez en cash. Donc, voilà, donc on était... Voilà, c'était de nouveau un rêve complètement utopique en se disant ce serait cool si. Et on espérait qu'on ne perdrait pas trop d'argent dessus, mais que c'était important pour expliquer notre histoire. Et puis rapidement,
les gens ont commencé à visiter cette Mad Gallery, à amener leurs copains, à en parler sur les réseaux sociaux, enfin pas encore sur les réseaux sociaux à l'époque, il n'y en avait pas, sur l'internet, sur les forums, etc. Et puis on avait de plus en plus de gens qui venaient, qui revenaient, qui achetaient des pièces. Et puis tout à coup, il y a notre agent à Taïwan qui nous dit « Wow, c'est génial, je peux créer une Mad Gallery à Taipei ?» Ouais. Mais je dis « Mais j'ai pas d'argent. » Non, mais je m'en occupe. Ah, ok. Tu veux un contrat? Non. On se serre la main. Ok. Voilà. On a ouvert la Mad Gallery à Taipei. Puis après, on a ouvert la Mad Gallery à Dubaï. On a ouvert celle à Hong Kong. Et puis c'était chaque fois des partenaires locaux qui disaient « Mais moi, j'adore ton concept. On peut en ouvrir une ?» Ah ouais, ok. Et donc, ça a pris une vie d'elle-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, MBNF, en allant de l'avant, ce ne sera finalement qu'un atome dans une molécule qui est beaucoup plus grande, qui est la Mad Galaxy. Il y a les Mad Gallery, il y a les Mad Editions. Finalement, MBNF, ça va être un élément dans une micro-galaxie qu'on est en train de créer, hyper créative, où soit on accueille des créateurs, soit on crée dans d'autres domaines. Et tu vas voir, moi je me réjouis tellement de ce qui va arriver dans les années qui viennent, parce qu'on va aller s'amuser dans plein d'autres domaines et on ne va pas que s'amuser en Orlo. Ok, j'ai hâte en tout cas. Moi aussi. De voir ça. Ben, merci pour ton temps en tout cas. Avec grand plaisir. Et merci d'avoir accepté cette interview. Et puis n'hésitez pas à venir visiter, si vous êtes à Dubaï, la Mad Gallery. Ou à Genève, ou à Taipei. Également. Hong Kong, c'est en changement, mais donc on en a 3. Mais qui sont très sympas et très belles. Merci encore. Merci encore. À bientôt. Salut. Au revoir.